Merci de votre présence. Nous allons commencer donc démarrer notre conférence dont je rappelle l'intitulé « Quand les travailleurs s'approprient leur entreprise, utopie ou réalité ». Pour illustrer d'un exemple ce thème, nous avions annoncé la participation de Gérard Cazorla, qui est président de la SCOPTI, 1336. Bon, Gérard... La coopérative a été créée à la suite d'un long conflit social avec Unilever. J'ai pris de l'avance, là. Gérard, tu me troubles, a eu un empêchement, un impératif, donc il n'a pas pu participer ce soir. Mais nous avons quand même la participation des salariés de SCOPTI et de leurs produits que je vous encourage à aller voir, qui sont très bons d'ailleurs. La preuve, j'en ai acheté. C'est des bénévoles. Des bénévoles, oui, pardon, oui, des bénévoles de l'association. Exact. Avant de donner la parole à Yves, d'une part, je voudrais vous rappeler ou vous dire qu'il y a une table avec 2 ou 3 livres de notre Institut d'Histoire, les 2 derniers qui ont été écrits par André Pron, à ma droite, Introduction à la théorie marxiste, une, je dirais, simplification de la théorie marxiste pour la mettre à portée du plus grand nombre. Et son dernier livre, que nous avons reçu hier de l'éditeur, Recomposition capitaliste, Nouveau fascisme et lutte de classe. Donc ces 2 livres sont à votre disposition à la table là-bas derrière, et vous pourrez en examiner un 3e, donc je m'excuse, je ne connais pas le titre. Autre voix. Ah, une autre voix, oui, pardon, une autre voix. Enfin, avant donc de donner la parole à Yves, Gérard n'est pas là, Gérard Cazorla, mais nous allons, c'est le début, nous allons vous faire écouter une déclaration qu'il a faite à une radio lors d'une interview, une déclaration qu'il aurait aussi bien pu faire ici ce soir. Voilà. La coopérative a été créée à la suite d'un long conflit social avec Unilever, près de 4 ans, avec plusieurs batailles menées de front. D'abord la bataille syndicale, mais aussi la lutte juridique, la bataille économique avec nos experts qui ont pu faire la démonstration qu'il n'y avait rien de justifié et proposer des alternatives, et la bataille politique, puisque pendant ces près de 4 années, on a traversé toutes les élections possibles et imaginables en France. Autour de 2011-2012, on était devenu le passage incontournable de tous les hommes politiques de gauche. Après ce combat, nous avons créé notre coopérative et la marque 1336, puisque nous n'avons pas obtenu de conserver la marque éléphant, qui est née ici à Marseille il y a près de 130 ans, que nous revendiquions parce que nous considérons qu'elle aurait dû de fait être rendue aux travailleurs qui en ont fait la notoriété d'aujourd'hui et qui l'ont développée. Cette marque n'est vendue qu'en France et elle était produite auparavant à Marseille avec des ingrédients en majorité locaux. Quelques chiffres sur les effectifs: nous étions 182 à l'annonce de la fermeture, on a lutté jusqu'au bout à 76, donc presque la moitié pendant près de 4 ans. Au départ de l'activité, nous avons obtenu des compensations financières autour de 3 millions d'euros entre ce qu'on a tiré d'Unilever, ce qu'ont mis les coopérateurs pour démarrer l'activité, plus l'outil industriel pour l'euro symbolique. Nous avons décidé collectivement que nous mettions au cœur de notre projet les hommes et les femmes qui avaient lutté et qui ont permis aux 76 d'être coopérateurs. 58 ont décidé de l'être, dont 46 avec le besoin et la volonté d'y être salariés. La traduction en chiffres a été que le premier exercice complet en 2016, nous avons fait près de 1,8 million de chiffre d'affaires avec un déficit de 1,4 million. En 2017, chiffre d'affaires de près de 3 millions, résultat négatif réduit de moitié, moins 700 000, et nous avions en 2 ans utilisé ce qu'on avait tiré d'Unilever. On a mis en place d'autres choses, notamment des relations avec le monde de l'économie sociale et solidaire, des mutuelles qui continuent à nous soutenir. Dernièrement, un collectif de mutuelles s'est créé et a racheté les bâtiments et les terrains. Certaines d'entre eux ont pris des parts dans la coopérative. En 2018, nous avons lancé une campagne de structure financement qui d'ailleurs est toujours ouverte, parce
que nous avons toujours besoin de soutien financier, les banques, même dites coopératives, ne nous ont pas soutenus à ce moment-là, pour nous permettre de passer la période difficile autour de 2018. Et puis, nous avons continué à avancer avec une progression constante du chiffre d'affaires pour enfin atteindre en 2020 notre plus gros chiffre d'affaires avec plus de 4 millions et notre premier résultat positif de plus de 200 000 euros. Malheureusement, 2021, 2022 et 2023, avec la crise sanitaire, les guerres, la spéculation sur le dos des guerres, l'inflation, nous sommes en recul sur ces années, mais en conservant des résultats positifs malgré une baisse du chiffre d'affaires, avec notamment des résultats exceptionnels. Par la lutte que nous avons menée, nous avons pu maintenir près de 80 emplois, alors que si on avait écouté Unilever, il n'y en aurait plus aucun aujourd'hui. On a choisi la forme coopérative, celle qui se rapprochait le plus de nos valeurs. Dans nos statuts aujourd'hui, la répartition des résultats, c'est 50% d'investissement, 35% pour les travailleurs en participation bénéfice et 15% en réserve. Tout passe dans l'entreprise. Notre mode de fonctionnement est le suivant. L'Assemblée des coopérateurs élit un conseil d'administration pour une durée de 4 ans, révocable à tout moment si une majorité des coopérateurs le décide. Ce conseil d'administration est l'organe de direction de l'entreprise. Pour le fonctionnement au jour le jour et prendre des décisions rapides, les 9 membres du conseil d'administration ont désigné ce qu'on appelle un comité de pilotage composé de 3 membres permanents. Le directeur général, le responsable des achats, planning et logistique, et moi-même, le président. Cette année, nous fêtons les 10 ans de notre coopérative. Unilever pensait que nous ne tiendrons pas plus de 3 ans, du fait que nous avons repris l'entreprise uniquement avec des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise. Aucun cadre n'avait suivi avec nous. Et bien là aussi, ils se sont trompés. Cela fait 10 ans et nous sommes toujours là. Le meilleur moyen pour découvrir notre histoire, notre coopérative et nos produits reste d'aller sur notre site de vente en ligne, boutique 1336. Les coopérateurs et coopératrices de Scopti vous souhaitent une très bonne journée. Donc voilà, et pour une interview très courte, qui situe un petit peu notre... C'est pas toi. Gérard, qui t'appelle. Ouais. Donc un petit peu notre... ce film-là très très court, cette vidéo très courte, elle le situe un petit peu un point de départ. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques années, d'inviter et d'avoir un grand moment d'écoute, d'échange, y compris de fraternité, avec cette scope, quoi. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas renouveler ça, mais à partir de cet exemple, peut-être voir comment les scopes ont évolué dans l'histoire et au-delà des scopes, bien sûr, les questions de l'autogestion et comme le titre de notre conférence nous l'a dit, donc essayer d'un petit peu voir, analyser et comprendre un petit peu la situation et les possibilités qui peuvent s'offrir effectivement. La perspective de l'abolition de la propriété privée des moyens de production et d'échange implique l'appropriation sociale de ces mêmes moyens par des producteurs citoyens. C'est un trajet où se sont égarés tous les projets d'émancipation depuis plus de 150 ans, avec bien sûr des allées, des retours, des hauts et des bas. Au cours des trois premiers quarts du 19e siècle, les ouvriers cherchent à défendre leurs droits au travail et leur autonomie. Des associations ouvrières sont créées de façon clandestine. La loi Chapelier, bien sûr, de 1799, les interdisent. Les associations de travailleurs vont se heurter au fil de l'histoire aux difficultés ou bien à l'essor de leur association de producteurs. 1831, il y a un premier contrat d'association de travailleurs établi par les menuisiers. À l'époque, c'était la production dominante, et je fais référence au boulevard Saint-Antoine à Paris, où c'était là, effectivement, à Fleury, cette classe ouvrière naissante. 1848, suite à l'insurrection républicaine déclenchée en février, encouragement par le gouvernement provisoire des associations ouvrières. Puis, quelques mois plus tard, des persécutions policières contre ces associations. En 1851, il y a le coup d'État du 2 décembre amenant le Second Empire. Les associations sont rapidement réduites à néant et leurs militants sont poursuivis et lourdement condamnés. En 1867, la loi sur les sociétés à capital variable donnera un cadre aux coopératives.
Et en 1871, la Commune de Paris, c'est la réouverture et l'exploitation par les coopératives ouvrières des ateliers abandonnés par leurs patrons. Mais avec l'écrasement de la Commune et la répression du gouvernement tiers, les ouvriers sont fusillés ou déportés massivement. 1875, Troisième République, la renaissance du mouvement ouvrier avec une orientation politique et syndicale. 1879, le Congrès ouvrier est défavorable aux coopératives. En 1881, ouverture aux coopératives des marchés de la ville de Paris. Les coopératives qui se constituent sont presque toutes animées par des militants syndicalistes. Au congrès de la CGT, un appel aux militants syndicaux de s'investir dans les conseils d'administration des SCOP et d'en créer pour un contenu communiste, disait-il, à l'époque, bien sûr, sur leur perspective. Une vingtaine de sociétés coopératives cherchent à se regrouper et à se faire reconnaître publiquement. Naissance de la première chambre consultative des associations ouvrières de production. Cette dernière publie le journal d'association ouvrière. En 1888, l'ouverture des coopératives des marchés de l'État et des collectivités publiques. En 1892-1895, c'est la création par les mouvements coopératifs des différents pays de l'Alliance coopérative internationale. Donc là, c'est un moment aussi important au niveau international, avec des distinctions de branches de coopération dans celle des producteurs et celle des consommateurs. En 1893, c'est la fondation de la Banque coopérative des sociétés ouvrières. Là aussi, c'est un moment important où le secteur financier, dans ce cadre-là, il s'investit. Enfin, en 1900, le bilan que l'on peut faire, c'est qu'il y a 247 coopératives de production. En 1910, la coopération de production prend son envol grâce à des regroupements d'ouvriers professionnels dans le bâtiment, le livre ou la transformation des métaux. Il y a donc dans ces années-là 500 coopératives avec 20 000 sociétaires, 8 000 auxiliaires, et donc c'est un nouvel essor des années 1915. La crise du capital aux années du Front populaire, il y a l'éclosion de nombreuses coopératives, en particulier dans le bâtiment, grâce au soutien des marchés publics. En 1938, la création de caisses centrales du crédit coopératif afin de financer le développement des coopératives de production et de consommation. Un autre moment important, c'est la libération. Après la guerre de 39-45, c'est la renaissance du mouvement de coopératives de production, surtout dans le bâtiment, c'est la reconstruction bien sûr. Et 1983, il y a là 1300 coopératives qui adhèrent donc à la Société Générale des Coopératives, avec 41 000 salariés, dont 24 000, soit 60% des sociétaires. Donc elles se composent dorénavant, ces coopératives, avec elles sont déclinées en deux filles, ce qu'ils appellent ça, les SCOP et les SIC. Une SIC, par définition, est une société coopérative d'intérêt collectif. Il s'agit d'une société commerciale qui permet non seulement aux investisseurs et aux salariés de s'associer, mais aussi à toute personne souhaitant coopérer au projet social mené par l'entreprise. Aujourd'hui, avec 4 558 SCOP et SIC et 87 699 emplois, le mouvement démontre par son développement qu'un autre modèle de société est de plus en plus est possible. Le chiffre d'affaires net total atteint plus de 10 milliards d'euros en 2024, soit une croissance de 6% par rapport à 2023. Notre camarade de la SCOP, il n'est pas là, mais en tous les cas, il en a fait la démonstration, sur laquelle on a vu, après 11 ans de création de la SCOP, avec des moments de lutte importantes,
contre ceux qui ont liquidé donc, l'entreprise, Unilever. Et ils ont montré la capacité de développer donc, et de produire et de gérer leur entreprise pour répondre à un besoin. Donc voilà un petit peu l'évolution en France. C'est intéressant de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, en Europe, aussi bien en Europe, aussi bien en Afrique, en Amérique latine notamment. En Argentine, par exemple, on compte plusieurs centaines d'entreprises récupérées par leurs salariés, notamment depuis la crise de 2001. Au Brésil, le mouvement coopératif est très structuré, avec plus de 7000 coopératives de travail enregistrées. En Uruguay également. En Afrique, au Nigeria, il y a environ 50 000 coopératives, en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda. Et là, ça représente des milliers et des milliers donc, de coopératives. Le Sénégal, environ 6 000. En Afrique du Sud, environ 5 000. Qu'elles s'appellent coopératives de travail associées, SCOP, entreprises contrôlées par les travailleurs, ou encore coopératives sociales, les sociétés pratiquant une gestion et une gouvernance participative sont, d'après les confédérations européennes, aux alentours de 50 000 coopératives. Notamment en Espagne, je fais référence par exemple au Pays Basque avec le groupe Mondragon, c'est l'un des plus grands groupes coopératifs au monde. En Italie, des coopératives également de production, elles sont nombreuses avec des milliers d'entreprises, en Allemagne également. La notion de SCOP nous renvoie aussi à un concept qu'aujourd'hui qu'on appelle l'autogestion. C'est un concept encore plus large. Quel est le rapport entre le mouvement des SCOP et la CGT, et plus largement, comment les SCOP s'inscrivent ou pas dans la lutte contre le capital et l'antagonisme de la lutte de classe, autrement dit entre le capital et le travail. Les SCOP ont connu en France un développement marqué par des à-coups, ont succédé des années de stagnation. À la suite de 1968, le concept d'autogestion, emmené par le conflit très long qui a secoué la maison LIP, qui était un événement symbolique, mais très peu coopératif. Dans les années 1980, vont connaître une situation paradoxale de flux et de reflux, avec un grand nombre de créations de SCOP au destin très divers, mais aussi la disparition d'enseignes emblématiques. Alors que les militants de la deuxième gauche rassemblés autour de la CFDT poursuivre leur œuvre, la CGT, à l'initiative d'Henri Krasuki, favorise l'essor des coopératives de lutte à partir du conflit des dépêches du Midi délocalisées, et couplé avec le progrès de Lyon, se crée par exemple la Bourgogne républicaine qui pendant 2 ans réunira sur son journal plus de 7000 abonnés et imprimera de nombreuses publications. La preuve de la vitalité de l'entreprise avait été apportée, mais la défaite, elle fut politique, dans le sens où les relations entre le gouvernement et le groupe R100 furent déterminantes. Bien d'autres structures, comme la Vie du Pull, le Voisin, l'imprimerie de Le Sien, s'appuient sur le volontarisme de la CGT, se créent à l'initiative de leurs travailleurs. Mais le modèle mis en avant fait priorité sur la question du maintien de l'emploi dans les sites, au détriment parfois du fonctionnement économique et de l'évolution des métiers. Les pressions locales ou encore une relative inexpérience l'emportent souvent sur la gestion et conduisent les initiatives dans l'impasse. Au niveau de la Confédération générale des SCOP, l'équipe d'alors modernise les outils coopératifs, formation de gestionnaires, dispositifs financiers. Un mouvement de création se développe qui se poursuivra jusqu'à la dynamique que nous connaissons aujourd'hui. Mais dans les mêmes années, avec les nouvelles règles imposées par une financiarisation gagnante, avec des marchés de plus en plus contrôlés par les grands groupes de production ou de distribution, des SCOP anciennes à la production de qualité se trouvent en difficulté. Des unités historiques comme par exemple la verrerie ouvrière d'Albi qu'avait créé Jean Jaurès, qui contribua donc à créer, ou l'association ouvrière des instruments de précision, furent contraintes de renoncer à leur statut coopératif.
Cela, bien sûr, nous oblige à quelques réflexions. Dans son 9e congrès d'Amiens, en 1906, la CGT adopte la charge, connue un petit peu plus tard, dans les années 1912, sous le nom de Charte d'Amiens, qui reste une référence théorique du syndicalisme en France, en particulier du syndicalisme révolutionnaire et du syndicalisme de lutte. Reconnaissant la lutte de classe, la charte assigne au syndicalisme un double objectif et une exigence. À la fois la défense des revendications immédiates et quotidiennes des travailleurs, mais aussi la lutte pour la transformation d'ensemble de la société par l'expropriation capitaliste, en toute indépendance, bien sûr, ce que disait la charte, des partis politiques de l'État, etc. Le mouvement social avec la CGT en concrit de nouveaux droits et statuts revendicatifs. L'année dernière, par exemple, nous avons fêté les 80 ans du CNR. Cette année, nous allons fêter les 80 ans de la sécurité sociale, qui montrent, à partir de ces exemples concrets, la socialisation de grands moyens de production, comme l'énergie, avec les charbonnages de France ou l'EDF. Mais où en est-on réellement de l'appropriation de ces moyens de production? Si on se réfère à l'analyse que portent Marx et Engels, deux représentations différentes des formes de l'appropriation sociale, en partie successives, en partie contemporaines. Ces formes, généralement distinctes, sont parfois données comme convergentes, sans pour autant qui ont été poussées jusqu'au bout. Il y a, premièrement, la figure étatique de l'appropriation. La première figure de l'appropriation sociale, la forme sous laquelle peut et doit s'effectuer le processus d'appropriation sociale, et la figure étatique de l'appropriation. C'est les références à l'EDF, etc. Elle apparaît dans toute sa netteté dans le manifeste qui préconise, parmi les mesures immédiates, prise du pouvoir, centralisation, l'appropriation proprement dite se traduisant à la fois par l'intervention dans le droit de propriété et des rapports de production et par la planification. Ça, donc, c'est un aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est la figure coopérative de l'appropriation. Les coopératives de production et de consommation se font assez tardivement, l'objet d'un examen critique spécifique pour des raisons indissolublement historiques et théoriques. Avant 1850, des expériences coopératives sont balbutiantes et où les prises dans des expérimentations plus globales et la critique que Marx apporte, elle se focalise sur des théories, des expériences doctrinales en général qu'il disqualifie comme des formes utopiques du mouvement du socialisme et du communisme. Pour une part, il se jette dans des expériences doctrinaires, banques d'échange et associations ouvrières, c'est-à-dire dans un mouvement où il renonce à transformer le vieux monde à l'aide de grands moyens qui lui sont propres, mais cherche tout au contraire à réaliser son affranchissement, pour ainsi dire, dans le dos de la société, d'une façon privée, dans les limites et les conditions d'existence, et par conséquent échoue nécessairement. La plupart des critiques formulées, alors, seront reprises par Marx qui était un marxiste, premier marxiste. Donc il revient un petit peu sur la question, et lorsqu'il abordera donc de front la question des coopératives proprement dites, sans changement des conditions générales, qu'il s'agisse du maintien de domination politique de la bourgeoisie et des rapports de force marchands, les formes coopératives de production et de consommation sont vouées à l'échec et menacent de détourner le prolétariat de la perspective centrale de la prise de pouvoir. Pourtant, le rôle des coopératives ouvrières dans le mouvement d'émancipation fait peu à peu l'objet, dans l'œuvre de Marx, d'une réévaluation pour deux ordres de raisons. Des raisons théoriques, le projet de la critique de l'économie dans les écrits préparatoires quand il rédige le Capital, et des raisons historiques, c'est l'essor du mouvement coopératif après 1850,
ainsi que l'adhésion de certaines sociétés coopératives à l'Association internationale des travailleurs. Actuellement, le mode de gestion du travail se caractérise par un système hiérarchique, une mauvaise répartition du travail et des salaires inégaux. Face à ce constat à bout de souffle, travailleurs citoyens rêvent d'autre chose. Cette autre chose, certains d'entre eux tentent de l'atteindre via la construction d'entreprises guidées par des concepts de l'autogestion. Bien que réduisant pour de multiples raisons, le système autogéré est également traversé par des limites qui font de lui un système questionnable. Cependant, l'autogestion invite à un renversement et à un regard critique des valeurs qui prédominent dans le système économique libéral et capitaliste, comme par exemple la rentabilité, la concurrence ou encore la subordination. Est-ce un concept qui pourrait être mené à se généraliser? Le capitalisme est défini comme une forme d'organisation économique où les apports de capitaux sont les uniques décideurs dans les entreprises. Le capitalisme est incompatible avec l'idéal démocratique que défend l'autogestion, car il est difficile d'imaginer l'émancipation individuelle et collective si l'écrasante majorité est écartée des décisions dans l'entreprise. L'autogestion a-t-elle existé? Si l'autogestion est un terme qui a été introduit par les communistes yougoslaves au lendemain de leur rupture avec l'Union soviétique, l'ex-Yougoslavie n'a jamais été totalement autogestionnaire. On peut considérer que la Commune de Paris, en 1871, ou les socialisations de 1936 en Aragon et en Catalogne, ont été des prémices de sociétés autogestionnaires avant l'invention du terme. Une société pleinement autogestionnaire reste clairement à construire. Des droits nouveaux d'intervention à porter sur l'organisation du travail, la gestion et les orientations stratégiques de l'entreprise. C'est en devenant acteurs à part entière dans leur entreprise que les salariés pourront ouvrir la voie des changements révolutionnaires dans le travail, sa qualité, son intérêt, et qu'ils pourront développer pleinement leur créativité et réaliser un changement majeur du pouvoir économique. Voilà en quelques mots, là, quelque chose qui peut servir d'introduction à un débat. Merci Yves. André va essayer d'illustrer à partir d'un exemple varois la question des scopes notamment, et puis élargir peut-être après hors du département. C'est ça. Alors donc, je vais vous parler d'une tentative d'autogestion dans les tanneries de Barjol au début des années 80. Il faut resituer le contexte de l'époque. 1980, on est déjà dans le néolibéralisme à la Friedman, c'est-à-dire Thatcher, hein, vous vous souvenez, c'est-à-dire les grandes liquidations des entreprises industrielles au niveau de l'Europe, et dont la France et notre département, ou celui des Bouches-du-Rhône, a fait une lourde expérience dramatique. Je pense au chantier de la Seine, je pense au bauxite, je pense à la Ciotat, etc. Bon. Et en même temps, période néolibérale de casse industrielle, mais en même temps, objectif de transformation de la société par le programme commun, bien qu'il était partiellement un échec à partir de 1978, mais qui, bon, se concrétise d'une manière pas totalement achevée, partielle, en 1981. Et quel était l'objectif de cette période pour répondre justement à ce néolibéralisme et à ce capitalisme déjà en crise? C'était les nationalisations. Hein, d'ailleurs, vous vous souvenez qu'un des points d'achoppement entre le Parti communiste et le Parti socialiste, c'était, entre autres, pas que ça, mais le nombre de nationalisations, pour les uns considérant qu'ils n'étaient pas assez nombreux et qu'ils ne pouvaient pas nous amener une transformation de la société
capitaliste, donc nous amener vers le socialisme, et pour les autres considérant que non, c'était suffisant. Bon, bref, je resitue cette période parce qu'elle me paraît intéressante, car quand on l'examine sous cet angle-là, on voit que la question de l'autogestion n'était absolument pas présente, d'une manière générale, dans les objectifs politiques de transformation de la société et de la tentative de changer de système, de bouter le capitalisme hors du système national. Voilà. J'y reviendrai parce que vous verrez que, par rapport à ce qu'a dit Yves, c'est un long cheminement historique, cette question, et il l'a montré, il vient de loin, hein, depuis le 19e siècle, le début du 19e siècle. Et ça se poursuit aujourd'hui. Et j'illustrerai mon propos de quelques données au niveau mondial. Alors donc, je voudrais partager d'abord avec vous cette expérience vécue, une lutte concrète menée avec les travailleurs des tanneries de Barjol dans les années 80. À l'époque, j'étais responsable au comité régional CGT et je m'occupais des questions d'emploi et de formation professionnelle. Et c'est à ce titre, avec un autre camarade de la région, qui lui était chargé des questions économiques, que nous avons accompagné les camarades en lutte dans un projet d'autogestion pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être après une liquidation judiciaire. Alors je rappelle que Barjol, comme certains le savent ici, fut pendant des siècles le haut lieu de la tannerie en France, jusqu'à l'avènement de l'ère industrielle au XVIIIe et XIXe siècle. Les métiers de cuir, boucher, tanneur, cordonnier, étaient présents dans chaque collectivité à l'échelle artisanale. L'industrialisation de la tannerie, donc, à partir de cette révolution industrielle, va se spécialiser. Et à Barjol, c'est le cuir bovin qui domine, non pas d'ailleurs en lien avec l'élevage local, qui était plutôt ovin ou caprin, mais grâce à la proximité de Marseille, port d'entrée des cuirs exotiques d'outre-mer et centre de négoce international. C'est pour ça, je dirais, que Barjol s'est retrouvé spécialiste des cuirs bovins alors qu'il n'y avait pas une vache aux alentours. Hein. Voilà. Alors, donc au début du XXe siècle, on comptait près de 200 tanneries dans le Var, quand même, dont une trentaine en Barjol, employant près de 500 personnes entre 1939 et 1960. Mais cette histoire glorieuse a connu donc un déclin brutal au début de la crise que le capitalisme a appelée la crise pétrolière, qui est la troisième crise systémique du système capitaliste. Et en 1983, alors qu'une à une les tanneries fermaient leurs portes, un groupe de salariés licenciés décidèrent de ne pas baisser les bras, un peu comme nos camarades de la Scopti, et ils décidèrent d'occuper encore la dernière usine en activité, espérant une issue positive. Donc ils ont fait appel au comité régional pour essayer parce qu'ils n'avaient pas les moyens, je dirais, les capacités administratives ou de gestion, etc. Donc ils ont fait appel au comité régional pour qu'on les aide. Et nous avons ensemble esquissé un projet de SCOP dans une logique d'autogestion, avec le but de reprendre l'outil, relancer la production, recréer des emplois et redonner vie à un savoir-faire ancestral. Vous voyez, donc là, ça allait même beaucoup plus loin que les SCOPTI, parce que l'objectif, c'était de retrouver l'emploi, de refaire suffisamment d'activités pour qu'on puisse relancer totalement les tanneries. Alors c'était très ambitieux, bien sûr. Alors pendant plusieurs semaines, et voire même quelques mois, nous avons multiplié les réunions, les discussions avec la préfecture du Var, les services de l'État, les collectivités locales, etc. La mairie de Barjol, bien sûr. Et peu à peu, nous avons réussi à construire un dossier solide, mais il restait une condition sine qua non exigée par l'administration, c'est-à-dire par la préfecture,
il fallait que nous démontrions que nous pouvions assurer la relance immédiate de l'activité. Et donc cela passait nécessairement par l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il nous fallait un stock conséquent de peau brute pour redémarrer. Et là, vous voyez, c'est là qu'on retrouve qu'il y a dans toute je dirais, question industrielle, on voit que tout est en lien finalement. Or, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que le fournisseur français avait été pratiquement tous liquidés. Et qu'il n'y avait plus moyen de trouver un stock suffisant de peau brute pour démarrer l'activité. Le seul fournisseur était les Italiens, mais les Italiens, bien entendu, ils voyaient cette scope comme un concurrent étranger et ils ont tout bonnement refusé de nous vendre des peaux. Voilà, cette impasse a été terrible. Tout était prêt. On avait les hommes, le projet, le savoir-faire, la volonté. Mais sans matière première, bien sûr, pas de production. Alors, vous voyez, on était un peu des pieds nickelés. On aurait pu essayer de se rencarder avant. Mais bon, on n'imaginait pas, ça ne nous venait pas à l'esprit qu'on ne puisse pas trouver à s'approvisionner, considérant qu'à partir du moment où on était acheteur, dans la logique de marché, on devrait pouvoir y arriver. Non. Donc, cet avenir économique s'est avéré malheureusement un peu une impasse. Et c'est à contre-cœur, donc colère et tristesse, que nous avons dû renoncer. Alors cette histoire, à mon avis, elle illustre à quel point les projets d'autogestion, aussi porteurs soient-ils humainement et socialement, se heurtent, et on le voit avec la SCOPTI, à la dure loi du marché. Mais elle montre aussi la force de l'intelligence collective des travailleurs, leur capacité à s'organiser, à proposer des alternatives crédibles et à faire vivre la dignité ouvrière même dans l'adversité. Aujourd'hui encore, je pense que cette tentative avortée à Barjol est un exemple à méditer. Elle pose des questions toujours actuelles sur le pouvoir économique, sur l'indépendance des circuits de production, sur la solidarité entre les travailleurs au-delà des frontières. En effet, s'il y avait eu une plus grande solidarité entre la classe ouvrière à l'époque italienne et française, peut-être serions-nous arrivés à dépasser cette contradiction. Enfin, je veux dire par là que l'autogestion n'est pas un rêve naïf. Ça pourrait être, et c'est une réponse politique, économique et sociale aux logiques capitalistes de destruction, mais pour réussir, elle a besoin de soutien, d'organisation, et parfois d'un peu plus que de la bonne volonté syndicale. Elle a besoin de politiques publiques qui la reconnaissent, de financements adaptés, de réseaux solidaires, et elle a surtout besoin de lutte, et demeure un atout majeur pour que les productions à venir soient sous le contrôle direct des travailleurs et des travailleuses. Alors, au vu de ce que nous a dit Yves, et de ce que j'ai illustré par ce petit exemple varrois, la question qui reste posée, c'est quoi finalement? C'est dans la crise du capitalisme actuel, vers quelle gestion collective des moyens de production peut-on aller pour sortir du capitalisme? C'est ça la vraie question qui nous est posée. Faut-il encore aujourd'hui que ça passe par les nationalisations telles qu'on les a connues en 81, et on a vu que, indépendamment de la question quantitative ou qualitative de cette politique, le fond de la question, c'est qu'en 81, les nationalisations n'ont pas permis aux travailleurs d'apporter leur objectif, leur contribution, sur la production elle-même. La production n'était pas décidée par les travailleurs. Elle était décidée par l'État. Les travailleurs n'étant que, finalement, qu'un des maillons du développement de cette politique. Cette politique qui, comme on le sait, s'est cassée la gueule. Alors, où on en est aujourd'hui de cette question de l'autogestion? Parce que je suis de ceux qui pensent que c'est vraiment une question d'avenir.
C'est vraiment une question d'avenir. Alors, Yves donc, nous a fait cette longue transition historique et montré qu'on a quand même progressé malgré les contradictions. Il a montré notamment l'entreprise Mondragon, hein, 80 000 salariés. C'est la plus grande entreprise d'autogestion au niveau mondial. Hein, au niveau mondial. Mais attention, Mondragon, et je ne veux pas dire que ce que fait Scopti, ce n'est pas de l'industrie de qualité, mais ça reste dans le domaine alimentaire, alors que Mondragon, c'est des machines-outils qu'ils vendent à l'exportation, c'est de l'équipement automobile, enfin, etc. C'est vraiment de l'industrie lourde, on pourrait dire. Hein, voilà. Le problème, c'est que, bien sûr, il se heurte aux contradictions du marché, et pas que du marché européen. Alors, c'est très difficile de faire un recensement au niveau mondial. Pourquoi ? Parce que le nombre d'entreprises à travers le monde dépend, enfin, le nombre qu'on va retenir dépend des critères qui sont retenus. Or, l'autogestion réelle versus coopérative démocratique, c'est très différent en fonction de la taille, du statut juridique qui n'est pas du tout pareil selon les pays, etc. Mais, indépendamment de ça, on peut quand même dégager un état des lieux global relativement fiable. Alors je me suis appuyé sur les Nations Unies pour faire ce petit travail, et vous allez voir que moi-même je suis tombé un peu de cul. Hein. À l'échelle mondiale, on recense plus de 3 millions d'entreprises ayant un statut coopératif, réunissant plus d'1 milliard de membres au sens large, sachant que l'on peut être 2 fois coopérateur. Hein. Vous pouvez être coopérateur dans une coopérative d'habitat et vous pouvez être coopérateur dans une entreprise d'épargne, par exemple. Alors, selon un rapport de l'Alliance coopérative internationale en 2023, ces coopératives au niveau mondial représentaient environ 10% de l'emploi mondial, soit 280 millions de personnes travaillant dans ou avec des structures fondées sur la propriété collective, c'est-à-dire le principe qui a été rappelé par le camarade de Scopti, une personne, une voix, et une gouvernance partagée. Vous voyez donc, ces quelques illustrations montrent que c'est, contrairement à ce qu'on imagine, ça a pris une dimension au niveau international très importante. Je finirai simplement en donnant un autre exemple au niveau mondial, c'est l'exemple de l'Argentine. Lorsqu'il y a eu la crise en 2000 en Argentine, qui a conduit à la fermeture, à la banqueroute d'abord financière, et une énorme crise sociale avant tout, il y a eu une fermeture considérable du nombre d'entreprises. Hein. Il y a eu plus de 40% d'entreprises qui se sont cassées la gueule. Et là, il y a eu les travailleurs c'est la CGT hein, en Argentine. C'est pas tout à fait sur les mêmes bases que nous. Il y a l'histoire du péronisme, etc. Mais tout ça pour dire qu'ils ont récupéré un grand nombre d'activités grâce à l'autogestion. Et c'est encore des entreprises qui existent. Il y en a une qui compte plus de 700 travailleurs. En Argentine, la crise a engendré une contradiction, capital-travail, et quelque part les travailleurs se sont saisis de cette contradiction pour essayer de garder leur statut de travailleur à travers l'autogestion. Voilà, merci de m'avoir écouté.